notre culture, elle nous a donné cette illusion très étrange qu'en fait la volonté, un peu comme un mythe, la volonté devrait régler nos problèmes. Quand quelqu'un est en surpoids, on lui dit bah quand même tu devrais te contrôler un peu. Quand quelqu'un a du mal à endormir, on dit apaise-toi. Quand un enfant a du mal à apprendre, on lui dit concentre-toi. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il doit trouver par la volonté un remède à sa problématique. Et en fait, comme tu le dis, ça entretient la culpabilité parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça donne l'impression à un être humain qu'il n'est jamais assez, en plus. Qu'il doit faire plus, plus, plus. Donc c'est hyper angoissant. Et surtout, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement naturel de quelqu'un. Quand on a un problème, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, on s'y prend mal. Et c'est pour nous expliquer pourquoi on s'y prend mal et comment on pourrait faire que je reçois, dans cet épisode de dialogue, Kevin Finel. Bonjour Kevin, je suis vraiment très heureux de te recevoir dans Dialogue pour ton nouveau livre, Explorer les capacités de votre cerveau. Alors ce qui est vraiment impressionnant dans ton livre, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. Surmonter une émotion, dépasser ses peurs profondes, régler ses conflits intérieurs, s'apaiser, se concentrer sur commande, développer son intuition, s'endormir, etc. Comme s'il y avait aujourd'hui des possibilités pour travailler sur les capacités de notre cerveau. C'est l'envie, en tout cas, de partager ça, oui. J'ai l'impression que notre cerveau reste une forme d'inconnu en nous. Il y a jamais personne qui nous a vraiment dit comment ça fonctionnait. On l'utilise parce que dans la vie, on a été obligé d'utiliser plein de choses, d'apprendre, de faire des choses, mais à aucun moment on a pris un temps pour se dire mais comment je fonctionne. Alors le cerveau, pour moi, c'est une porte d'entrée parce que c'est plus que le cerveau, c'est l'humain finalement. À l'ère des neurosciences, le cerveau peut avoir un côté attirant, hein. Il y a une énigme à comprendre, mais au fond, c'est comment je fonctionne en tant qu'être humain qui est une question fondamentale. Et je crois qu'on a assez peu de temps pour y penser et assez peu d'occasions de le faire. Moi, j'aurais adoré qu'à l'école, qui m'a beaucoup pesé, on m'ait appris ça, parce qu'on ne sait pas du tout que ça peut s'apprendre, toutes ces choses-là de la vie. Et c'est étrange quand on y pense, non? C'est très étrange. Je prends souvent cet exemple, tu sais, mais à l'école, tous les profs nous ont dit d'apprendre, mais il n'y en a aucun qui nous a donné ne serait-ce que des pistes de réflexion pour savoir comment on apprenait, des conseils pratiques pour savoir comment on apprenait. Je sais pas toi comment tu faisais. Moi, quand on me disait apprendre, j'avais cru comprendre qu'il fallait lire jusqu'à savoir à peu près par cœur quelque chose. J'avais plutôt une bonne mémoire, donc ça allait assez vite, mais je voyais bien que pour les autres, c'était pas forcément toujours le cas. Il y avait des gens qui allaient plus vite, d'autres moins vite. Mais quand quelqu'un avait du mal à apprendre, il n'y a jamais personne qui lui disait bon, comment tu fais et est-ce que je peux t'aider à le faire mieux? Et j'avais l'impression que c'était vraiment un coup de bol. Soit on avait les bons fonctionnements, soit on n'avait pas les bons fonctionnements. Et je crois qu'en plus, ça développe l'idée que c'est une sorte de capacité innée. Alors que je suis persuadé d'une chose, et puis c'est pas qu'une conviction, c'est des choses qu'on peut voir sur le terrain, c'est que ce sont des capacités qu'on peut apprendre, développer, comprendre aussi, et même, je trouve, adapter à notre personnalité. Comment tu t'es penché, intéressé, voire même engagé à essayer de comprendre un peu mieux comment faire, comment être un être humain au fond, comment prendre appui sur nos capacités. C'est parti un peu de ce que tu disais, parce que je m'ennuyais beaucoup à l'école, en fait. Et j'étais pas tout seul alors. Je pense qu'on était nombreux. Et il y avait quelques matières que j'aimais bien, mais souvent parce que les enseignants étaient intéressants. Et du coup, cet ennui-là m'amenait vraiment à réfléchir sur mais qu'est-ce que je fais là, en fait, tout simplement. Et j'avais l'impression d'une perte de temps incroyable. Comme si en fait des années s'étiraient. Pour moi, c'était un purgatoire vraiment l'école. J'attendais vraiment que ça se finisse avec un empressement très très fort. Et je me disais mais comment peut-être un peu moins souffrir. Donc j'essayais de faire des choses un peu différentes. Et je suis tombé un peu par hasard sur des livres de psychothérapie, des livres qui parlaient un petit peu du fonctionnement humain, des émotions, avec ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Et notamment un personnage qui a été la porte d'entrée de ça, Jacques Salomé, qui a été pour moi une première porte ouverte, en tout cas dans le domaine assez large de tout ce qu'on va appeler la psychothérapie au sens large. Et j'ai eu la sensation en fait qu'il y avait quelque chose d'essentiel à comprendre dans tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi justement il n'y avait aucune matière à l'école qui en parlait. C'est comme ça que tu as exploré nos différentes capacités. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui, je m'occupe... en fait, ce qui me prend peut-être le plus de temps, c'est de m'occuper d'une école d'hypnose, où je forme des professionnels de l'accompagnement. Donc, c'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose d'accompagnement.
Et ce sont des professionnels qui vont aider d'autres personnes à mieux gérer énormément de choses dans leur vie. Ça va de problématiques émotionnelles à des problématiques de type deuil, rupture, etc. En passant par tout ce qui va nous aider à mieux vivre notre vie. Accolé à cette école, il y a un centre de recherche, plutôt orienté vers la psychologie cognitive, mais au sens un peu plus large aussi. On y met de l'anthropologie, des neurosciences. On essaie d'avoir une approche pluridisciplinaire pour mieux comprendre justement et continuer à investiguer sur le fonctionnement humain. Et à côté de ça, moi je m'intéresse aussi beaucoup à l'auto-hypnose, parce que je crois beaucoup en l'autonomie, donc c'est ce qu'a donné ce livre. Mais depuis très longtemps, en fait, j'essaie d'enseigner des méthodes pour que les gens puissent s'approprier leur fonctionnement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui doit se faire avec une recherche personnelle, et que il y a vraiment besoin aujourd'hui de donner des outils aux gens pour pouvoir commencer ce voyage. Alors comment faire le lien? Parce que ce lien entre se comprendre, savoir comment travailler avec sa peur, ses émotions, etc., et l'auto-hypnose, voilà, qui n'est pas si évident pour encore beaucoup de gens, même si sur ma chaîne, je suis sûr que les gens commencent à être familiers, puisque je donne souvent place à l'hypnose, mais peut-être ça vaut la peine d'essayer de redire quel est le lien entre les deux. Alors c'est à la fois très simple et très complexe. Très simple parce que, en quelques mots, tout simplement, la plupart de nos fonctionnements sont complètement inconscients à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que on va avoir des réflexes, on va avoir des envies, on va avoir des besoins, on va avoir des peurs, on va avoir des désirs, et tout ça nous arrive. Et quelque part, notre partie consciente, elle est vraiment un peu spectatrice de tout ça. En tout cas, c'est l'état ordinaire pour la plupart des personnes, parce que tout simplement, encore une fois, on n'a pas appris à fonctionner autrement. Donc quelqu'un va avoir une compulsion, par exemple, ou quelqu'un va ruminer le soir et ça va l'empêcher de dormir. Et il peut pas y faire grand-chose à part le constater. Il va simplement se dire, voilà, là, je dors pas. Et on peut déjà se dire que c'est assez étrange de vivre en grande partie des choses qu'on n'a ni choisies, ni décidées. Quand elles nous vont, ça nous semble naturel. Puis dès que ça nous va pas vraiment, on a simplement la sensation d'une impuissance par rapport à ça. Et dans notre état de conscience ordinaire, il y a rien de plus que le constat qui est possible. Et l'idée depuis très longtemps, parce que même si l'hypnose est une discipline qui est encore assez jeune, finalement la question qu'il y a derrière, elle est très ancienne dans l'humanité. On remarque qu'en fait, dans notre état de conscience ordinaire, finalement on a assez peu d'actions possibles, mais si on va voyager dans d'autres états de conscience, c'est comme si on pouvait accéder à ce qui d'habitude nous échappe. Alors c'est ce que font les chamans depuis des milliers d'années avec des états de conscience différents, c'est ce que faisaient déjà les Grecs dans l'Antiquité avec la réflexion philosophique qui amenait peut-être à changer de point de vue, à changer de regard sur soi-même. Et l'hypnose est peut-être une sorte de synthèse entre ces différentes traditions, peut-être un peu adaptée à notre monde occidental, mais qui prend ses racines dans énormément d'autres cultures. Et au fond, la psychothérapie, ce mot assez moderne, a été inventé par un hypnotiseur, Hippolyte Bernheim, et c'était l'idée de passer par d'autres états de conscience pour mieux comprendre son fonctionnement et avoir une meilleure action, une capacité d'action sur soi. Alors, ce qui est vraiment important, c'est vraiment qui est le cœur de ton livre et de ton approche, ce n'est donc pas par ce qu'on décide volontairement de changer qu'on change. Et donc si on reprend toutes les questions que j'ai dit au début, j'ai des angoisses, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à dormir, je veux changer mon rapport à mes émotions. Tout ce qu'on présente le plus souvent, tout ce discours un peu de coach, yaka, faut que par la volonté vous allez y arriver. Au fond, si je déploie autant... je donne autant la parole à l'hypnose sur cette chaîne, c'est parce que je crois que c'est très important de se libérer de ce poids énorme et de cette culpabilité. Et je crois que c'est aussi important pour toi. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Ah oui, puis je pense même que c'est le grand piège, en fait. C'est une illusion, ça. Mais notre culture, elle nous a donné cette illusion très étrange qu'en fait, la volonté, un peu comme un mythe, la volonté devrait régler nos problèmes. Quand quelqu'un est en surpoids, on lui dit, quand même, tu devrais te contrôler un peu. Quand quelqu'un a du mal à endormir, on dit, apaise-toi. Quand un enfant a du mal à apprendre, on lui dit, concentre-toi. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il doit trouver par la volonté un remède à sa problématique. Et en fait, comme tu le dis, ça entretient la culpabilité parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça donne l'impression à un être humain qu'il n'est jamais assez, en plus. Qu'il doit faire plus. Donc c'est hyper angoissant. Et surtout, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement naturel de quelqu'un. Le problème, je pense, vient des personnes qui ont moins de problèmes que les autres et qui ont l'impression que c'est leur volonté qui les a aidés, alors qu'en fait, c'est aussi une illusion. Quand quelqu'un arrive à arrêter une compulsion par lui-même et qui dit « j'ai réussi par ma volonté »,
Mais il se trompe lui-même, en fait. C'est pas du tout sa volonté qui l'a aidé. Si on essaie de décomposer cette idée de volonté, on s'aperçoit qu'elle elle ne repose sur rien, quasiment. Il n'y a pas des gens qui auraient plus ou moins de volonté, comme une sorte de capacité qu'on aurait, ou de compétences qui se développeraient. Souvent, on change parce qu'on est en accord avec nous-mêmes, en fait. Il y a quelque chose qui dysfonctionne en moi. Peut-être même que ça s'est installé avec le temps, de manière assez invisible, puis tout d'un coup, je sens que ce n'est plus moi. Par exemple, j'ai un comportement, il ne va plus ce comportement, ça. Je me sens pas à l'aise avec ce comportement. Eh bien, pour en changer, si j'essaie de lutter contre, ce comportement, il va grandir encore plus la plupart du temps. C'est ce que vivent les gens qui ont des compulsions. Ils essayent de changer, puis ils s'opposent à une force qui leur revient, qui est vraiment quelque chose qui vient de leur propre inconscient, et qui va résister au changement. Et donc c'est un jeu infini, parce que la personne va dire il faut encore plus de volonté, ça va revenir encore plus fort, et puis finalement, au bout d'un moment, on abandonne. Et un des endroits où on voit bien ça, parce que c'est très visible, c'est les gens qui font des régimes yo-yo. Ils vont perdre quelques kilos, reprendre, et finalement ils finissent par dérégler leur corps et abandonner avec l'impression qu'ils sont bons à rien, alors qu'en fait, ils cherchent juste au mauvais endroit. Et je crois que l'hypnose, la première chose qu'elle nous invite à faire, c'est à nous dire, il n'y a pas de problème, il y a simplement besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Un peu comme si on allait plonger en nous pour comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne. Et on va s'apercevoir qu'en fait, il y a une raison à ça, même plusieurs raisons à ça, souvent, et que c'est à partir de là qu'on va pouvoir explorer et travailler. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple un des premiers points que tu évoques, c'est vaincre ses peurs et retrouver confiance. Oui, bien sûr. Alors, quelquefois, les titres comme ça sont un peu accrocheurs, mais au fond, on dit vaincre ses peurs, et ça pourrait donner une vision un peu guerrière de ça. Mais au fond, une peur, elle est vraiment là pour nous protéger à la base. C'est quelque chose qui est très important d'avoir une peur. Les gens qui ont peu de peur se mettent en danger en permanence, quelque part. Donc c'est plutôt une belle émotion. Mais on a appris je pense, dans la vie aussi, à mettre un peu de côté les émotions qu'on n'aimait pas trop. Et la première étape, c'est d'apprendre à aimer ces émotions-là. Que ce soit la peur, que ce soit le stress, que ce soit la tristesse. Ce sont des émotions qui sont magnifiques, en fait. Et quand notre corps nous donne une peur, quand il nous indique qu'il y a quelque chose, c'est que lui croit qu'il y a un danger. Souvent, ce sont des fonctionnements très archaïques, les fonctionnements de nos peurs. On oublie une chose, c'est que notre cerveau, il a quasiment pas évolué en 500 000 ans. On a encore des réflexes qui datent de nos ancêtres qui vivaient dans un univers extrêmement précaire, qui vivaient avec une insécurité permanente. Et on est un peu les survivants de ceux qui ont eu un peu mieux peur que les autres. Ceux qui n'avaient pas assez peur, en fait, ils se sont fait bouffer par des prédateurs, ils n'ont pas pu transmettre leur patrimoine génétique, et nous, on est les survivants de ceux qui étaient un peu plus paranoïaques que les autres. Donc c'est plutôt un trait de survie, au fond. Simplement, quand notre corps nous indique une peur, ben, ça nous amène simplement à voir qu'est-ce qui se passe. Et parfois, la peur, elle est là pour une bonne raison, et parfois, elle n'est pas là pour une bonne raison. Si je peux juste faire une parenthèse, là, c'est vraiment important pour tous ceux qui nous écoutent de sortir donc de l'idée qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Ah oui, ça, c'est oui. C'est terrible. Une des grandes confusions qu'on crée. Donc, partout, les gens croient qu'il faut cultiver les émotions positives et rejeter les émotions négatives. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Il y a une palette émotionnelle, ce serait comme un peintre qui dirait « moi je veux pas de rouge », alors ça peut être un exercice de style, pourquoi pas, hein, pendant un temps, mais c'est vraiment un exercice de style, parce qu'au fond, c'est parce qu'il y a toute la palette que c'est intéressant. Et qu'est-ce que serait la joie si on ne connaît pas la tristesse, en fait, ça n'aurait pas de sens. Et par exemple, quand on fait un travail en hypnose avec quelqu'un, on va lui proposer d'aller vraiment découvrir ses émotions, et peut-être d'aller plonger parfois dans la tristesse la plus profonde, pour qu'il comprenne ce que c'est, qu'il en ait plus peur. Qu'ensuite il soit plus en train de se défendre contre ça, mais qu'il soit capable de l'accueillir, parce que dans une vie c'est normal d'être triste à certains moments et c'est pas grave en fait. Par contre, si on dépasse la peur de ça et qu'on va vraiment vivre cette émotion, eh ben on va aussi accueillir l'émotion opposée et on va élargir le spectre de ces émotions. Et puis je crois que tout simplement ça pourrait presque être une définition d'être en vie, d'aller voir ces émotions. Donc la peur, par exemple, il ne s'agit pas de la couper, de s'en dissocier comme si on devenait une sorte d'automate ou un robot. Il s'agit d'aller se laisser porter aussi par elle pour comprendre où elle nous amène. Et parfois, il y a quelque chose à apaiser, parce qu'il y a des peurs qui sont simplement plus utiles. Et parfois, il y a des choses aussi à écouter à l'intérieur de nous. Et en les écoutant, on peut peut-être les rediriger pour pas qu'elle nous paralyse, la peur, pour qu'elle nous aide à avancer. Mais c'est pas en s'en débarrassant, c'est plutôt en la chevauchant, cette peur qu'on va vivre quelque chose d'intéressant. Donc avec la peur, il y a deux solutions. Soit la peur, elle est là pour me dire quelque chose que j'ai besoin d'entendre, soit elle a un réflexe archaïque dépassé. Oui. Et donc là, à ce moment-là, il faut que j'arrive à lui dire qu'elle s'inquiète, or qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce moment-là. On va la rediriger. Je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui... à la base, la peur, elle nous amène vers trois choses. C'est, par exemple, le réflexe de se figer, dans certains cas.
C'est un réflexe archaïque parce que dans la nature, les prédateurs voient bien les mouvements, donc se figer peut être un bon réflexe de survie. S'il y a un prédateur qui passe, parfois, quelqu'un qui est figé va échapper au prédateur. On est quand même une espèce qui court pas très vite, qui sait pas très bien se battre, donc à la base, dans la nature, on avait des réflexes de survie qui étaient quelquefois des réflexes de fuite ou de se statufier. Sauf qu'aujourd'hui, ce réflexe d'être figé dans nos sociétés modernes n'a plus beaucoup d'intérêt. Si, je sais pas si par exemple, quelqu'un fait une conférence et puis qu'il est complètement figé parce que le regard des autres lui fait peur, eh bien son cerveau croit l'aider, mais il ne l'aide plus de la bonne façon. Donc c'est comme si on pouvait aller au cœur de nous-mêmes, et là l'hypnose va nous permettre de le faire, pour quelque part dire à notre cerveau, je comprends ce que tu es en train de faire, et c'est très bien, merci d'essayer de m'aider, mais j'aimerais que tu m'aides de cette façon-là, plutôt. Et on va rediriger son action. En fait, on va lui apprendre à redevenir plus flexible, et notre cerveau est tout à fait capable d'être flexible. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour rediriger notre peur? En fait, notre cerveau va fonctionner avec des associations d'idées. Donc si par exemple j'ai associé dans mon esprit le regard de l'autre ou le jugement de l'autre, réel ou imaginaire, à une peur qui me paralyse, eh bien en fait je vais essayer d'expliquer à mon cerveau que ce lien n'est pas un bon lien, donc on va apprendre à le défaire, un peu comme si on pouvait déprogrammer quelque chose à l'intérieur de nous, et demander à notre cerveau plutôt de nous amener autre chose avec ça. Par exemple, on va se poser la question de quoi j'ai besoin si je dois faire une présentation dans une réunion ou une présentation en public. Eh bien peut-être que j'ai besoin d'être à l'écoute des gens, peut-être que j'ai besoin de mieux comprendre ce que j'ai envie de transmettre, de me connecter à mon émotion. Et donc on va créer une autre association d'idées dans le cerveau pour qu'il s'associe à quelque chose qui nous est vraiment utile. Et en fait, quand notre cerveau comprend qu'on fait quelque chose de bon pour nous, il diminue le niveau d'alarme, parce qu'il sent bien que ce n'est plus ça qui est nécessaire, et ça nous amène plutôt une émotion avec laquelle on va pouvoir faire quelque chose, et pas une émotion qui nous paralyse. Alors, autre exercice, autre approche, pour retrouver confiance. C'est aussi quelque chose tu abordes des questions qui touchent tout le monde. Oui. Comment on fait quand on sent qu'on n'a pas confiance? Alors, il y a plusieurs propositions dans le livre, parce que ça peut venir de choses qui sont un peu différentes. Je vais en prendre une, qui est liée à une notion qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, là-bas, ça a été théorisé comme ce qui résulte de la différence entre ce que je crois que les autres attendent de moi et ce que je crois être en train de vivre ou de faire. Donc par exemple, si je pense que les autres attendent quelque chose de très fort de moi et que je m'en sens pas capable, eh ben, ça va me créer un déficit d'estime. Et ça vient souvent dans l'enfance. Je sais pas si tu as vécu des choses comme ça. Moi, je me rappelle, par exemple, à l'école, il y avait souvent des enseignants qui disaient « peut mieux faire ». Et du coup, moi, j'avais l'impression de les décevoir. Je sais pas si c'est arrivé ce genre de choses. Si, moi, tous mes bulletins, c'était peu mieux faire. D'accord. Voilà, on partage peut-être ça. Typiquement ça, je me doute bien. Qui disait que trop mauvais élève à punir sévèrement. Mais souvent, c'était juste... Carrément. C'était juste peut mieux faire. Peut mieux faire. En fait, tu vois, avec le recul, je me dis, un enseignant qui me disait ça, ou mes parents parfois qui attendaient peut-être quelque chose de moi qui était vraiment important, je me doute qu'ils le faisaient avec une bonne intention. Je me doute qu'ils voyaient peut-être quelque chose et que ils avaient envie peut-être que je sois ce qu'ils voient. Mais en même temps, sur le coup, ça crée une sorte de décalage, parce que l'impression de pas être assez, de pas être suffisant, et du coup une sorte de dépendance à la validation de l'autre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent avec l'idée qu'ils ne sont pas assez, pas suffisants, et du coup ils vont chercher toute leur vie des validations dans le regard de l'autre. J'ai envie que tu m'acceptes ou que tu m'aimes parce que moi j'ai l'impression que ce que je crois de moi ne suffit pas, donc j'attends ton approbation. Et ça c'est terrible parce que ça nous emprisonne. Donc ça c'est une des grandes causes de ce que les gens appellent manque de confiance en soi. Et un travail qu'on peut faire, alors qu'on fait parfois en psychothérapie, qu'on peut faire en étant accompagné, mais qu'on peut aussi faire par soi-même, c'est retourner dans des endroits où quelqu'un nous a donné ce fardeau-là et le lui rendre. Et il y a des expériences qu'on peut faire qui sont très émotionnelles pour le coup, où par exemple on va retrouver quelqu'un qui avait cette attente-là dans notre imaginaire, en rentrant dans cet état hypnotique, même léger. On va se rejouer une scène et on va redonner à quelqu'un cette attente qui nous appartient pas, histoire de combler cet écart, de lâcher cet écart entre cette attente et ce qu'on est. Donc ça peut être une première étape, et une deuxième étape, ça va consister à se donner à soi-même la validation. Mais pour ça, il y a souvent besoin d'accepter qu'on est capable de se donner une validation. Donc c'est de se donner ce pouvoir sur soi, de se dire, en fait, la seule personne qui est capable de se dire si je suis bien ou pas, c'est moi, en fait. Et de se retrouver avec soi-même pour se donner cette autorisation. Donc tu as mentionné, en présentant l'exercice, en entrant dans un état d'hypnose légère. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est cet état-là? Pour le définir de manière très simple, on pourrait dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous passionne, on y est déjà.
Par exemple, quelqu'un qui a une activité artistique, je sais pas, quelqu'un qui aime peindre, quelqu'un qui aime sculpter, mais a priori, quand il exerce cette activité, il n'est plus tout à fait dans son état ordinaire, il est plus dans ses fonctionnements habituels, on pourrait dire ça comme ça. Par exemple, la préoccupation du monde semble un peu plus lointaine, la notion du temps commence à changer, la perception du corps, on est vraiment tellement à ce que l'on fait dans une activité de création qu'on oublie le monde et qu'on s'oublie même un petit peu. Et c'est un état qui est extrêmement agréable, je pense que la plupart des gens en ont même besoin d'une manière ou d'une autre de cet état-là. Alors parfois on crée nous-mêmes, mais parfois c'est aussi la création de quelqu'un d'autre. C'est un livre, c'est un film, c'est une pièce de théâtre, c'est une musique. Et ça nous fait vivre quelque chose qui est nouveau. Je pense que tous les gens le disent, ça me fait du bien quand je vis ça. Sauf que pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui arrive un peu par inadvertance. C'est je vais dans un musée, je vois 50 œuvres d'art, et puis la 51e, elle me fait ça. Mais moi, je suis pas capable de me recréer ça quand j'arrive chez moi le soir. J'ai l'impression que je suis dépendant de cette œuvre d'art pour y arriver. Et c'est pas faux, mais on peut aussi voir qu'il y a des moyens d'accéder à ce type d'état sans qu'il y ait un élément extérieur. En fait, qu'on est suffisant en nous-mêmes pour créer ce genre d'état. Et donc, il y a, voilà, de tout temps, il y a des gens qui ont imaginé des petits exercices, des pratiques, qui vont nous ramener vers ce type d'état. Et dans ce type d'état, en fait, on accède à notre créativité, on débride l'imagination, on accède à des zones de nous-mêmes qui d'habitude sont un peu dans l'ombre, comme si on venait mettre de la lumière à ces endroits-là. Donc ça va réveiller des émotions, ça va nous amener à trouver des comportements, ça va nous ramener en connexion avec une expérience de vie, et on va avoir l'impression de prendre un vrai temps pour soi, isolé du temps du monde. Ça va durer 5 minutes, ça va durer 10 minutes, et quand on en ressort, en général, on a l'impression d'avoir vraiment fait un voyage, et de revenir grandi. Et on va pas forcément le faire maintenant, mais comment on fait concrètement pour entrer dans cet état-là? Parce que ça semble comme ça très magique, même si tu expliques qu'on l'a tous déjà vécu. Mhm. C'est magique parce qu'on a l'impression qu'il faut que quelque chose nous y amène. Et ça a même été longtemps le problème de l'hypnose, c'est qu'on pensait que l'hypnotiseur devait nous y amener. Et moi j'aime beaucoup cette idée d'auto-hypnose parce qu'en fait, on peut avoir un support, mais on peut aussi apprendre à se guider soi-même. Il y a plein de petits exercices tout simples. On peut pas essayer d'en faire un? On peut essayer d'en faire un si tu veux. Mm. Y en a un que j'aime bien parce qu'il permet de comprendre comment on passe de faire à ne pas faire. Et je pense que c'est un des éléments essentiels pour apprendre à rentrer dans une expérience hypnotique. Je vais l'expliquer, puis peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de le faire, peut-être même en même temps, peut-être après en prenant plus le temps pour eux. Mais par exemple, si je mets les mains comme ça, et je sais pas si tu as envie de le faire, mais Ouais, moi j'ai envie de le faire. et que volontairement j'essaie de les approcher le plus lentement possible l'une de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très conscient, d'essayer d'approcher les mains, mais lentement. Il y a des exercices comme ça qu'on trouve dans certaines traditions, de faire au ralenti quelque chose. Et on peut reprendre un petit peu cette idée-là. Les mains s'approchent consciemment, mais au ralenti. Et là, on est dans quelque chose qui est plutôt du quotidien. Je fais quelque chose en conscience. Alors le mouvement peut être assez lent, il y a des gens pour qui ça va prendre 1 ou 2 minutes, peut-être plus. Ça dépend à quel point on est à l'aise avec l'idée de ralentir quelque chose. Puis au bout d'un moment, moi ça le fait déjà, mais ça commence à créer des petits mouvements inconscients, des petits tremblements, des choses comme ça. Et on peut presque avoir l'impression que le mouvement se continue tout seul, mais on essaie toujours de le faire en conscience. Et du coup, les mains se rapprochent. Et au bout d'un temps, elles vont finir par être très proches, voire même se toucher. Et ce mouvement est toujours très conscient. C'est comme une première étape. Et la deuxième étape, ça va être de simplement désirer cette fois un mouvement contraire. On va désirer que les mains s'éloignent l'une de l'autre. Alors on est un peu moins en train de faire déjà. On est un peu moins en train de créer quelque chose volontairement. C'est juste un désir. Et là, c'est déjà une étape importante, c'est de remarquer qu'un désir agit sur le corps. Je désire que mes mains s'écartent. Je peux utiliser des métaphores, imaginer par exemple comme une sorte d'attirance des mains, la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche, comme si une certaine pression, une sorte d'élastique, par exemple, tirait mes mains et les écartait. Et là, on est un peu entre les deux. Je fais, mais en même temps, ça se fait un peu tout seul. Et puis, il va y avoir un troisième mouvement. Cette fois, on va simplement se demander à soi-même que les mains s'approchent l'une de l'autre. Comme si on se disait, voilà,
demande à mes mains de s'approcher, mais je ne fais rien. Je n'imagine rien. Je laisse mon corps vivre cette demande. Et c'est là qu'on commence à vraiment rentrer dans un état qui est plus tout à fait son état ordinaire. C'est un état de non-faire, c'est un état de lâcher quelque chose. Comme si on rentrait un peu plus en présence avec quelque chose d'inconscient en nous. Cette même part de nous qui crée nos émotions, qui crée nos comportements. Souvent, arrivé là, on peut faire un petit test, par exemple. Demander à sa part inconsciente de créer une sensation de légèreté dans une main. Et si on fait ça, on va s'apercevoir que y a une main qui commence à se soulever un peu, comme si elle devenait plus légère. Et là, on sent bien que c'est vraiment une part très inconsciente de nous qui commence à créer cette sensation. Ça vient comme matérialiser une part inconsciente de nous. Au fond, on n'en a pas besoin, mais au début, souvent, c'est un indicateur de percevoir quelque chose qui est comme ça, pas tout à fait ordinaire. Quand on apprend l'auto-hypnose, il y a quelques marqueurs comme ça qui nous permettent de sentir que on commence à effleurer, on commence à rentrer dans cette expérience un peu différente. Puis au bout d'un moment, on peut comme remettre de la conscience dans les mains, dans les bras. On va commencer à bouger un peu plus consciemment. Se reconnecter au corps, à la respiration, ouvrir les yeux. C'est vraiment... Ouais, c'est merveilleux parce que par rapport à ce que tu disais juste avant, de rentrer, de se donner l'autorisation à soi-même, Oui. de pouvoir s'évaluer, se reconnaître, on voit bien que la part conscience, elle ne peut pas faire ça. C'est impossible que consciemment, je me dis je suis quelqu'un de bien, ça ne marche pas du tout. Ah oui, c'est marrant parce que c'est les gens qui pensent à l'hypnose parfois pensent à la méthode Coué de quelqu'un qui se dirait tous les jours je vais bien et tout ça. Et dans l'idée, c'est pas mal de se donner une bonne suggestion, au fond. C'est juste que ça n'atteint pas du tout le bon endroit en nous. C'est une sorte d'auto-persuasion, et ça donne quelque chose de dur, de volontaire, et c'est à l'origine de ce qu'on va appeler aujourd'hui le coaching. Alors, il y a des choses plus intéressantes aussi dans le coaching, mais à la base, le coaching, c'était vraiment de l'auto-persuasion, un petit peu comme si on devait, tu sais, cette injonction, être une meilleure version de soi-même, avec plus de volonté et tout ça. Et je pense que ma conviction profonde, c'est que c'est une fuite. C'est-à-dire qu'on vient renforcer nos qualités perçues au lieu d'aller travailler sur les endroits où on a vraiment peut-être des choses plus importantes et plus douloureuses parfois à travailler. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vu, en tout cas en accompagnant des gens. C'est l'idée, quand les gens viennent à l'hypnose, en plus, ils ont ce mythe, parfois ils disent, voilà, aidez-moi à encore plus contrôler ma vie. Et tu vois, hier, j'étais sur une conférence, et il y a une personne qui vient me voir avec cette idée, qui me dit, voilà, mon envie, c'est pas simple, etc. Moi, j'aimerais que l'hypnose me permette de me programmer et donc, c'était des demandes vraiment, tu vois, très performatives, du genre, je veux me lever en pleine forme tous les matins très tôt, je veux pouvoir me mettre à travailler comme une machine, être très efficace, etc. Et cette personne me racontait ça, et puis je lui dis, mais vous savez, l'hypnose, c'est vraiment l'inverse de ça, en fait. Moi, je pourrais jamais vous accompagner là-dedans, parce que, un, j'y crois pas, et deux, je pense que ça serait faire l'inverse de ce que l'hypnose vous propose, en fait. Si votre envie, c'est vraiment d'être plus efficace, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie, et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas déjà, si vous voulez vraiment l'être. Et dès qu'on parle un petit peu de ça avec les gens, on va s'apercevoir qu'en fait, ils croient que la solution à leurs problèmes, c'est encore plus de contrôle. Et si on va, en fait, comment ça peut être une fuite? Qu'est-ce qu'il y a à l'opposé de ça? On s'aperçoit qu'en fait, ils ont juste une telle peur de lâcher, une telle peur de s'abandonner, qu'en fait, ils fuient ça. Alors que la solution, c'est plutôt de leur apprendre à s'abandonner. Et alors toi, tu dis à se foutre la paix. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là, mais ça se ressemble beaucoup, en tout cas, dans le message. C'est se dire, en fait, et si je m'autorise à ne plus être ce que je crois qu'il faut être, si je m'autorise juste à lâcher, puis à me connecter à ce que je veux, à mes envies. Et tu vois, peut-être que cette personne, en faisant ça, en plus, elle sera plus efficace, au fond. Mais pas en le cherchant, peut-être en l'abandonnant progressivement. Oui, c'est le grand problème que nous avons, c'est qu'on ne nous a appris que le contrôle. Oui. Donc on a l'impression que si on ne contrôle pas, eh ben on va tout perdre. C'est la démission, c'est l'incapacité. Et en fait, ce que tu essayes de montrer, c'est qu'il y a ce que j'essaye aussi d'explorer, c'est ce continent oublié qu'entre le contrôle complètement crispé qui ne fonctionne pas et la démission, il y a des milliers de manières de se relier à la vie, de changer, de se transformer, de rencontrer. Et c'est ça qu'il s'agit de découvrir. Et je crois en plus que ça nous correspond tellement mieux en tant qu'humain. En fait, on oublie ça, mais le développement personnel est né
d'une volonté d'efficacité au travail. C'est une volonté capitaliste à la base, de développement personnel, même dans son histoire, dans ses prémices. Il y a vraiment l'idée d'amener un humain qui se formate progressivement. Alors peut-être que Et ça nous, on est correspond... contre ça. Nous, on veut pas formater les gens. Bah, ça serait dommage, en fait. C'est clair. Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est clair qu'il y a un grand malentendu. Il y a beaucoup de gens qui... leur propos, c'est devenez encore plus une machine, voilà, devenez une meilleure version de vous-même. Et ce qu'on essaye de faire, c'est l'inverse. C'est redonner une dimension humaine, c'est sortir de ces injonctions qui détruisent les gens. Moi, j'aime bien dire dans mon langage, si vous êtes stressé, déprimé, que vous avez des difficultés, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler assez, c'est parce que vous êtes prisonnier du modèle qu'il faut vous contrôler. Je pense, et tu sais, tu parles de modèle, tu vois, je travaille pas mal avec des sportifs de haut niveau, par exemple. Et le mythe des sportifs de haut niveau, c'est que c'est des machines qui contrôlent tout. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des gens qui sont hyper émotionnels, en général. Et ils vont chercher une passion et ils vont dépasser quelquefois la difficulté, la douleur. Mais pas juste parce qu'ils ignorent la douleur, en fait. Parce que ils savent jouer avec, parce qu'ils n'en ont plus peur. Ils l'ont apprivoisé. Donc même chez des gens qui sont des modèles qu'on donne d'hyper-contrôle, en fait, il y a surtout des personnes qui sont dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide que ça. Et même si, bien sûr, c'est des gens qui apprennent à contrôler en apparence leurs émotions, derrière, ce sont des tempêtes, souvent. Mais c'est justement peut-être parce qu'ils ont cette dose d'humanité en plus qu'ils vont chercher des choses qui semblent impossibles pour les autres. Mais là aussi, il y a ce malentendu. En fait, on va ériger une image de statut de ces gens-là, alors qu'en fait, ce sont des personnes qui font le chemin inverse, quasiment. Il y a un autre élément qui m'a beaucoup frappé dans l'exercice que tu nous as fait faire, c'est de montrer comment on peut agir en arrêtant d'être pleinement conscient de ce que l'on fait. Alors ça, c'est aussi un de mes grands dada, donc j'étais très content, mais c'est vraiment très frappant. D'en refaire l'expérience m'a beaucoup frappé. Quand on essaye d'être conscient, c'est au fond assez limité. Bah, ça marche pas, oui. Et moi, j'arrête pas de dénoncer, je vais pas revenir ici, cette idée de pleine conscience, qu'il faudrait devenir conscient de tout soi-même. Moi, je dis souvent que ça, c'est vraiment un grand malheur pour un être humain d'être conscient de tout. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'on arrive à faire les choses comme ça, avec légèreté, spontanéité, de manière plus incarnée, qu'en passant que par la conscience. Parce qu'on peut dire que dans le premier exercice qu'on essaie d'être conscient, on est vraiment dans la tête et le corps est quasiment un instrument. Enfin, c'était un peu l'expérience que j'ai vécue. Mon corps était un instrument dans ma tête. Et après, c'est magique. C'est comme si mon corps avait des sensations, un savoir, une connaissance. Et je peux me fier à lui. C'est un peu ça que tu fais découvrir aux gens ? En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire découvrir. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un mythe avec l'hypnose de gens qui seraient pas hypnotisables. Et en fait, moi, ce que je remarque dans la pratique, alors déjà, scientifiquement, cette idée, elle tient pas, en fait, parce que beaucoup d'expériences montrent qu'en fait, on est surtout différemment hypnotisable. Comme on est tous sensibles à des musiques différentes, par exemple. On pourrait dire hypnotisable, ça veut juste dire entrer dans un état où ce n'est plus la conscience auto-centrée et le contrôle qui domine et que tout le monde est capable de vivre sans contrôler. Et c'est sûr que quelqu'un qui a une vie plus artistique va être plus familier avec ça. Tu vois, un comédien qui est habitué à monter sur scène et à vivre quelque chose et à se laisser surprendre par ce qu'il vit, c'est son métier tous les jours. L'hypnose, en 2 minutes, il va rentrer très vite dans des expériences parfois très fortes. Quelqu'un qui a une vie ou un métier, par exemple, qui nous laisse peu ce genre d'occasion, il va avoir peut-être un peu plus de temps au début. Mais c'est juste au début, parce que ça s'entraîne très vite, cette faculté-là. Il faut juste se prendre un petit peu de temps pour ça. Et puis il y a une population avec laquelle parfois c'est un peu plus complexe, c'est les gens qui ont vécu des choses très dures dans leur vie. Les gens, par exemple, qui ont vécu des traumatismes importants, des psychotraumatismes. Parce que très souvent, la réponse au psychotraumatisme, c'est d'essayer de plus contrôler pour ne pas que ça revienne. Et pourtant, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une réponse peut-être bonne à court terme, mais très mauvaise à long terme. Et avec des gens qui ont vécu des traumatismes importants, par exemple, un exercice comme celui-là est effrayant. La première fois qu'ils vivent la main qui commence à bouger un peu toute seule, ils arrêtent. Et ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on essaie juste de les resécuriser. Ben, on le refait une 2e fois, puis on le refait une 3e fois. Et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, en fait, ils prennent du plaisir à y arriver, à se dire « il y a quelque chose que j'accepte de ne plus contrôler ». Alors en général, ils savent que quand ils vont ouvrir cette porte, il y a plein d'émotions qui vont jaillir. Parce qu'ils savent qu'en fait, ils ont tellement barricadé leur intérieur que la première ouverture, elle va être importante. Mais en même temps, apprendre à quelqu'un à rentrer dans cet état, c'est pas seulement lui faire vivre l'expérience de son inconscient, c'est aussi lui faire vivre une expérience de sécurité. Et quand quelqu'un se sent assez à l'aise pour s'autoriser à ça,
parce qu'il se sent en sécurité avec une autre personne, eh bien, il est prêt à travailler sur ses émotions, même les plus violentes, même les plus fortes. Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un, c'est lui rouvrir le chemin de ses émotions. Alors bien sûr que ces gens-là, ils mettent un peu plus de temps, mais ils peuvent entrer dans ces états-là. Ils ont juste besoin peut-être encore plus d'un bon cadre et d'une grande sécurité pour y parvenir. Donc sortir voilà, de cette obsession de la conscience, et là on voit bien le lien, la pleine conscience, ça a à voir avec le contrôle, et Oui, je je crois pense qu'on aussi, oui. essaye de sortir, c'est sortir de cette sorte de dictature de la conscience, sortir de cette dimension de contrôle, et c'est ça qui est paradoxalement le plus agissant. Je sais pas comment toi tu vis ça. Alors, je sais qu'on n'est pas dans un exercice où je peux te poser des questions, si, mais tu peux, bien sûr. euh, C'est un dialogue. Donc parce que ouais, parce que j'ai l'impression que tu vois que la méditation, dans son origine, enfin c'est même plus qu'une impression, je crois, invite au non-faire, au no-contrôle, et que l'Occident l'a presque inversé. c'est un contresens. Moi, j'arrête pas de dire que c'est un contresens majeur. La méditation n'a jamais été une expérience de contrôle Oui. au contraire, c'est vraiment une ouverture, une entrée dans une autre dimension de sensibilité, dans une autre dimension de présence au monde. Et c'est catastrophique. Et alors, c'est pas comme ça aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même C'est mindfulness déjà, c'est déjà mindfulness. différent. Et quand j'en parlais avec John Kabat-Zinn, qui en France est considéré comme le fondateur de la pleine conscience, qui parle très bien français, il dit mais je comprends pas du tout. Puis dans ses livres, il expliquait mindfulness is not consciousness. Oui. Donc déjà, les Américains sont quand même pris par cette sorte de capitalisme et d'instrumentalisation, mais ils ont quand même un peu plus d'enracinement. Et méditer, c'est pas du tout une question de conscience et de contrôle. Mmh. Même s'ils ont souvent perdu par rapport à ce qu'était la méditation, qui est d'abord voilà, cette dimension de présence. Mais c'est sûr qu'en France, la traduction de mindfulness par pleine conscience, et cette idée, évidemment, on comprend, les gens croient que, comme tu l'as dit, s'ils contrôlent tout, ça va marcher. Donc c'est quasiment le seul référence qu'on a partout. On voit partout. Donc, évidemment, mais quand les gens, dans l'école que j'ai fondée, découvrent que méditer, c'est se libérer de la conscience, pour eux, c'est un changement, mais complet de paradigme de la méditation. Ouais. C'est vraiment, ils n'en reviennent pas. C'est exactement le contraire. C'est pas se contrôler en permanence. C'est qu'on voit bien, les gens, alors, méditer aujourd'hui, c'est je m'assois et je prends conscience de mon souffle, je me regarde respirer. Mais c'est juste horrible. Non, mais c'est juste, c'est-à-dire, je renforce la dualité, il y a moi, et donc que j'essaye de contrôler mon corps, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. C'est je respire et c'est la respiration, comme l'exercice qu'on a fait, c'est la respiration qui a lieu tout seul, je laisse la respiration avoir lieu, je laisse la respiration me transformer, et donc je rentre dans une dimension même dans le vocabulaire, tu vois, c'est marrant, je fais l'association parce qu'il y a 2-3 jours, il y avait une formation pour des futurs professionnels de l'hypnose, et on travaillait sur justement le je-me. L'idée, c'était déjà une dissociation, qu'il y a le je et le me, et qu'en fait, déjà, quand on dit je respire, c'est pas la même chose que je me regarde respirer. C'est clair, bien sûr. Ou je voudrais me contrôler. Il y a déjà 2 personnes, en fait. C'est clair. Et on fait pas attention à cette idée que le langage nous met déjà dans une sorte d'opposition interne et à nos formulations. Et je pense que l'hypnose ou la méditation se rejoignent là, sur l'idée qu'on peut offrir à quelqu'un un espace où il cherche pas à faire. Il y a un auteur qu'on partage qui est François Roustan. Pour moi, il y a une filiation avec un grand psychiatre du siècle dernier, Erickson. Ils avaient, je pense, tous les deux l'idée que la transe hypnotique est autorégulatrice quelque part. Juste offrir le temps à quelqu'un d'être dans un espace différent de son espace de conscience habituel, parce que là, on lui demande rien et parce qu'il ne se demande rien lui-même, c'est déjà énorme. Et les gens en ressortent avec quelque chose, mais pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est évident que dans cet état-là, il y a quelque chose qui se reconfigure. C'est clair, ça c'est vraiment... Moi qui ai eu un lien profond avec François Roustan, c'était clair. Puis j'ai même fait des séances avec lui, c'était incroyable. Il ouvrait un espace, rien, et dans cet espace, notre vie se reconfigure autrement. Oui. Et ça, c'était complètement... c'est vrai que là, ça a l'air un peu surprenant. Oui, alors c'est vrai que... Mais c'est parce que c'est un espace ouvert qui nous libère de la conscience qui est très étroite pour une dimension de présence au monde beaucoup plus grande. Il y a souvent ça dans l'hypnose. Souvent avant l'hypnose, on pose une intention, une direction, puis après on l'oublie quasiment. En fait, on fait en sorte que la personne n'y pense pas. Elle a posé une idée. Par exemple, quelqu'un se dit, voilà, j'aimerais bien, je sais pas moi, retrouver un bon sommeil. Ça peut être un truc très basique quelquefois. Mais ok, on va se poser cette intention-là. Maintenant, on va dans une expérience hypnotique et puis
puis on va voir ce qui se passe en fait. Et là, il y a des intuitions qui arrivent, il y a des rêves qui viennent, il y a des images qui se proposent. Avant que l'hypnose s'appelle hypnose, on parlait de sommeil lucide. Et je trouve que c'est dommage, ce mot était assez joli, en tout cas de sommeil lucide. Parce que ça définissait quelque chose peut-être d'un peu plus... Déjà, l'idée du sommeil dans lequel on ne fait pas, c'est quelque chose qui fait pour nous et on se laisse venir, enfin on laisse venir quelque chose. Et lucide parce que je trouve ça plus intéressant d'être lucide que conscient. C'est clair. Il y a quelque chose de plus intéressant dans ce mot-là. Alors, non, on va pas prendre tous les nombreux problèmes que tu essayes de déplier, de libérer, mais la peur de l'échec. Est-ce qu'on peut... Parce que je trouve que c'est bien de voir toute la profondeur de l'approche et en même temps à quel point c'est très très concret. Ton livre donne vraiment des exercices très simples. Alors, la peur de l'échec. C'est l'idée, oui, parce que je me dis qu'on arrive à ces domaines-là en cherchant une solution. Donc, pourquoi pas partir d'une demande ou d'une réflexion qu'on a. Et la peur de l'échec, elle peut être aussi avec de multiples origines. Mais je pense que très souvent, c'est un apprentissage. C'est cette idée un peu étrange qu'il faudrait bien faire avant d'avoir appris. On s'imagine déjà qu'il faudrait être bon avant d'avoir pris le temps de découvrir, d'apprendre et de s'entraîner. Donc c'est une sorte d'injonction qu'on se fait à nous-mêmes. Et dans le livre, je propose plusieurs réflexions, plusieurs expériences autour de ça. Notamment quelque chose qui nous ramène juste dans le faire et dans le jeu. Le jeu JEU, pour le coup. En fait, alors j'essaie aussi à chaque chapitre de mettre quelques idées sur le fonctionnement humain, mais très simple pour que les gens puissent se les approprier. Mais par exemple, là-dessus, tous les mammifères apprennent en jouant. Et on est des mammifères. On est censé apprendre par le jeu. C'est très étrange que notre éducation nous ait appris à apprendre par le labeur, par quelque chose qui est un peu dur, et en fait, c'est en jouant, c'est en se rappelant qu'on est là en train de tester quelque chose et de vivre quelque chose, qu'on se libère de la peur de l'échec. Donc là, je propose une expérience justement qui nous déconnecte du résultat et qui nous ramène vraiment sur l'instant. Donc en passant par notre état de conscience, en plus c'est assez intéressant parce que dès qu'on est en hypnose, on oublie le futur et le passé normalement. On est juste ici et maintenant, on est juste en train de vivre une expérience. Et tu sais, je prends ce témoignage qu'on a souvent, par exemple, des musiciens qui vont dire que... je discutais avec un pianiste de jazz il y a pas longtemps, qui me disait que lui, quand il arrive sur scène, il oublie tout. Il commence à jouer et son corps joue. Et il s'émerveille simplement de son corps qui joue. Et je pense que c'est à ça qu'on peut arriver. Et du coup, l'expérience qui est proposée dedans nous ramène vers cette idée d'être juste en train de faire quelque chose. Et si je suis en train d'apprendre quelque chose, je m'émerveille d'apprendre à faire quelque chose. Alors, peut-être on prend encore un dernier cas, savoir se fixer un objectif. Oui. Alors là, pareil, ça part d'une idée toute simple, c'est que beaucoup de gens ont des rêves, des projets, des envies. Et je sais pas si ça te fait ça, parfois il y a des gens, tu les croises, il y a 6 mois, il y a 1 an, ils t'ont parlé d'un rêve, puis tu dis, t'en es où de ce rêve-là? Et ils te disent, je pense que l'année prochaine, je le ferai. Et puis... c'est vrai, on voit plein de gens qui sont comme ça, qui rêvent et qui ont du mal à rentrer dans le réel. Ouais, et c'est dommage parce que tu sens que ça les touche pourtant. Et c'est comme si le temps avançait, mais leur rêve avec eux. Comme s'ils se rapprochaient pas de ça. Et en fait, là-dessus, il y a tout simplement des personnes qui ont essayé de comprendre comment faisaient les personnes qui arrivaient à organiser leur avancée. Et on s'aperçoit déjà que il y a plusieurs idées toutes simples, mais on va déjà morceler l'objectif, c'est-à-dire se donner des points de passage quelque part. Et puis surtout, essayer de rendre digestes ces points de passage. Donc il y a toute une petite méthode que je propose qui consiste à se créer une connexion entre soi et puis ce qu'on vise, à le décomposer et à avancer. Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Tiens, quelqu'un qui écrit un livre, par exemple, puisqu'on parle de livres. Tu vois, il y a plein de gens qui ont envie d'écrire un livre, et quand tu parles avec eux, ils disent, mais j'ai une super idée, j'ai un projet, etc. J'ai un ami comme ça fait 10 ans, qui me dit qu'il va écrire un livre. À chaque fois, je lui dis, il faut faire une séance d'hypnose si tu veux, puis bon, peut-être qu'on la fera un jour. Et à chaque fois, c'est un monument. Il se dit, mais si je me mets devant ma feuille là, je sais pas par quoi commencer et tout ça. Et l'idée en hypnose, quelquefois, c'est simplement d'aller décomposer tout le processus. Donc, comme une sorte de ligne temporelle, comme ça, qu'on va s'imaginer. Il y a l'aboutissement, avec peut-être le livre qui sort. Mais avant, il y a toutes les étapes. Et puis, on va revenir vraiment vers l'élan du présent. Et on va reconnecter l'élan du présent à la source de motivation. En fait, on va rendre presque insupportable le fait de ne pas passer à l'action quand on fait ça. Comme s'il y avait une envie, simplement. Ça déborde, ça jaillit, l'envie de passer à l'action. Et quand on arrive à ça, en fait, une personne, elle va pas repousser. Et à la limite, elle va inverser le processus. C'est-à-dire, ce soir, je pourrais peut-être, je sais pas moi, sortir voir des amis, mais j'ai tellement envie, en fait, de me mettre devant cette page et de commencer à écrire. Donc, on va morceler et surtout se relier à notre but motivationnel. C'est quoi la valeur qu'il y a derrière? C'est quoi la recherche qu'il y a derrière?
Et on va créer à partir de là une prise de conscience de l'urgence de faire ce qu'on aime vraiment. On voit bien dans ton exemple, voilà, que c'est pas par le contrôle, en se disant « je suis nul, il faut que je me mette à écrire » qu'on va y arriver. Oui. Là, c'est pour ça qu'en fait, les gens n'arrivent pas à écrire parce qu'ils se mettent tellement la pression qu'ils se sentent incapables. Je trouve que ton exemple est très juste. Tu vas finir par aider la personne à se reconnecter à son envie dans le présent d'écrire. Et à partir de là, ça devient plus facile. Et en fait, sa volonté d'écrire le livre l'empêche de toucher son désir concret d'écrire. Oui, et de se mettre à écrire. Souvent, on se déconnecte de ce qui fait sens dans notre vie. Moi, j'appelle ça des buts motivationnels, on pourrait appeler ça des valeurs, des choses comme ça. Mais quand quelqu'un est vraiment relié à ce qui est fondamental pour lui, bah, c'est sa première pensée le matin, en fait. Faut que je t'appelle quand la prochaine fois que j'ai du repassage à faire. Ah bah écoute, on Moi, repasse ensemble si tu veux. Mais pour faire mon repassage, j'ai plus de mal, il faudrait que je t'appelle. Est-ce que c'est vraiment lié à une valeur importante de faire du repassage? Non, mais il faut que je trouve une solution pour m'y mettre et pas repousser. D'accord. Oh, on peut faire quelque chose là-dessus. Ouais, c'est un objectif, ça peut être ça aussi. Mais tu vois, l'exemple est bon parce que parfois il y a aussi des choses qu'on repousse parce que en fait on n'aime pas les faire. Et c'est pas grave de pas aimer les faire. Mais on peut aussi, par un jeu mental, en fait, se les réassocier à quelque chose d'important. Parce qu'on les voit souvent décorrélés du reste. Mais si tout d'un coup, l'exemple est un peu trivial, mais si c'est faire du repassage qui va me permettre, par exemple, de me libérer de l'espace pour écrire parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, là ça devient intéressant. Très souvent, il y a des gens qui ont le processus inverse. Ils vont se mettre plein de petites tâches du quotidien pour repousser la vraie tâche importante. Ça, c'est un mécanisme qui est assez courant. Mais là, justement... Moi, c'est l'inverse. Je suis assez bon pour faire les tâches importantes. D'accord. Et toutes les tâches que je trouve moins importantes, d'avoir plus de mal à les faire. Ce qui peut devenir un obstacle aussi, quand même. C'est intéressant de voir qu'il y a les deux mécanismes. C'est clair. Il y a, en fait, souvent, notre cerveau, une fois qu'il a pris une routine, il va la reproduire. Notre cerveau est une fantastique machine à créer de la routine. Ça, c'est fondamental de le comprendre parce que c'est comme ça qu'on survit. On a tellement appris à répondre de manière automatique à des milliers de choses dans notre vie depuis notre petite enfance parce que c'était une fonction de survie. Et il faut imaginer comme un sillon, en fait, qui est creusé à chaque fois qu'on exerce la routine. Et le sillon, il va devenir de plus en plus creusé au fur et à mesure de notre vie. Et l'idée de l'hypnose, c'est de nous faire sortir de la ornière, en fait. C'est de nous faire sortir du sillon qu'on s'est creusé et donc creuser tout doucement un autre. Donc de changer le chemin, le trajet par lequel passent nos sentiments, nos réflexes, nos envies. Et on peut recréer une nouvelle voie assez facilement, en fait, dans ces états-là. Ben écoute, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant de t'écouter. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de mieux se comprendre, de découvrir des tas de manières autres de changer, d'agir, de dépasser nos peurs, de se rencontrer. Ben, merci infiniment. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. Ben, bravo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes et je vous dis à très vite. Je vous embrasse tous.